As-tu déjà remarqué que le véritable danger d'une société ne vient pas toujours des personnes ouvertement mauvaises, mais bien de celles qui refusent de réfléchir par elles-mêmes? Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand et résistant au nazisme, l'avait compris mieux que quiconque. Dans ses écrits, il affirme « Contre la stupidité, nous sommes sans défense ». Ces mots ne viennent pas d'un intellectuel cynique enfermé dans sa tour d'ivoire. Ils viennent d'un homme qui a risqué sa vie en luttant contre l'une des dictatures les plus brutales de l'histoire. Un homme qui a compris que la survie du mal dépendait moins de la méchanceté de quelques-uns que de la passivité de la majorité. Quand on pense au mal, on imagine des dictateurs, des criminels impitoyables, des personnes qui mentent et détruisent en toute conscience. Le mal est effrayant, certes, mais il est visible. On peut le nommer, le dénoncer, le combattre. La stupidité, en revanche, est différente. Bonhoeffer avait observé à l'époque du nazisme que de larges pans de la société se soumettaient non pas par méchanceté, mais parce qu'ils avaient cessé de penser. Ils répétaient des slogans. Ils obéissaient aux ordres. Ils laissèrent d'autres réfléchir à leur place. Pour Bonhoeffer, c'était là la constatation la plus glaçante. La stupidité n'est pas simplement un manque d'intelligence, mais une condition sociale dangereuse. Alors, que signifie vraiment stupidité dans son esprit? Il ne s'agit pas d'un faible QI. Une personne peut être instruite, cultivée, parfois même brillante, et agir de manière stupide. La stupidité, selon Bonhoeffer, est le refus d'utiliser sa propre raison. C'est l'abandon volontaire de l'esprit critique. Une personne stupide n'est pas seulement ignorante, c'est quelqu'un qui choisit la facilité plutôt que la responsabilité. Quelqu'un qui répète ce qu'on lui dit, qui cesse de poser des questions, qui confie son jugement à l'autorité ou au groupe. En ce sens, la stupidité est une forme d'aveuglement volontaire. Mais pourquoi la stupidité est-elle plus dangereuse que la méchanceté? Parce que l'homme stupide, contrairement à l'homme mauvais, est convaincu d'avoir raison. L'homme mauvais sait qu'il ment, qu'il trompe, qu'il détruit. L'homme stupide, lui, croit sincèrement défendre la vérité et la justice. C'est ce qui rend la stupidité imperméable à la raison. Les arguments rebondissent. Les preuves n'atteignent pas leur cible. Pire encore, essayer de raisonner avec un esprit stupide provoque souvent de l'hostilité, pas de la réflexion. La personne se sent attaquée, pas éclairée. Voilà pourquoi Bonhoeffer affirmait, face au mal, il reste possible de discuter, de confronter, de limiter. Face à la stupidité, on se heurte à un mur. Mais l'idée la plus cruciale est la suivante. La stupidité ne naît pas principalement dans l'individu, mais dans le collectif. Bonhoeffer avait remarqué que les gens deviennent souvent moins indépendants lorsqu'ils se fondent dans une foule, dans un mouvement, dans un parti, au sein d'une masse. Ils abandonnent leur esprit critique. Ils laissent des slogans ou des chefs dicter la réalité. C'est cela qui rend les systèmes totalitaires si redoutables. Ils n'ont pas besoin de millions de personnes foncièrement mauvaises. Il leur suffit de millions de personnes prêtes à ne plus penser par elles-mêmes. Des citoyens ordinaires, des voisins, des collègues, des gens qui hochent la tête parce que tout le monde le fait. Et c'est là que réside le paradoxe terrifiant. Le mal peut être actif, calculé, délibéré, mais il reste limité sans la stupidité pour le porter. La stupidité se propage comme une contagion. Elle se multiplie dans les groupes. Elle résiste à la logique et elle transforme des populations entières en instruments de destruction sans qu'elles en aient conscience. Pour Bonhoeffer, c'était le cœur du problème.
Les sociétés ne s'effondrent pas seulement à cause de quelques hommes mauvais. Elles s'effondrent parce que des foules entières choisissent de ne plus penser. L'idée la plus inquiétante de Bonhoeffer est sans doute celle-ci. La stupidité n'est pas une faiblesse individuelle, mais un phénomène collectif. Elle ne naît pas simplement dans l'esprit d'un individu isolé. Elle se développe et s'amplifie dans un contexte social marqué par la domination, la peur et la pression du groupe. À première vue, cela peut sembler étrange. On a tendance à croire que la stupidité vient du manque de savoir, qu'il suffirait d'éduquer davantage, de diffuser plus d'informations pour l'éliminer. Mais Bonhoeffer n'était pas d'accord. Il avait observé que même des personnes instruites, des universitaires ou des scientifiques, pouvaient se comporter de façon incroyablement stupide. Leur intelligence ne les protégeait pas. Pourquoi ? Parce que la stupidité n'a rien à voir avec la quantité de connaissances, mais avec l'abandon de la responsabilité de penser par soi-même. Bonhoeffer remarquait que lorsqu'un individu est seul, il peut rester raisonnable, réfléchir de façon critique, poser des questions dérangeantes. Mais dès qu'il est plongé dans un groupe, quelque chose change. La pression collective, l'enthousiasme partagé ou la crainte de l'exclusion font taire son esprit critique. Peu à peu, il répète ce que les autres disent. Il échange son autonomie contre un sentiment d'appartenance. C'est dans ce glissement que naît la stupidité. Elle ne se renforce pas dans la solitude, mais au sein de la masse, pas dans la liberté, mais sous l'influence du pouvoir. Pourquoi le pouvoir joue-t-il un rôle si central ? Parce que le pouvoir engendre un climat où il est plus facile d'obéir que de réfléchir. Là où une autorité est écrasante par la propagande, la peur ou le culte d'un chef, les individus trouvent un certain confort à ne plus penser par eux-mêmes. Bonhoeffer voyait la stupidité comme une sorte de mécanisme de défense psychologique. Ne pas réfléchir permet d'éviter le conflit avec le groupe. Abandonner son jugement, c'est choisir la sécurité plutôt que le risque d'être isolé, voire puni. Mais cette sécurité est illusoire. Elle se paie par la perte de liberté. Ainsi, la stupidité se propage comme une infection. Elle n'a rien à voir avec un manque de capacités intellectuelles, mais avec le manque de courage. Le courage de poser des questions, le courage d'aller à contre-courant, le courage de rester fidèle à la vérité quand tout le monde applaudit le mensonge. Bonhoeffer voyait bien que le nazisme n'avait pas seulement triomphé grâce à la méchanceté des fanatiques. Il avait triomphé parce que des millions de personnes ordinaires avaient choisi la facilité. Des enseignants, des fonctionnaires, des commerçants, des pasteurs, des gens qui, en renonçant à penser, étaient devenus complices. C'est pourquoi il parlait de la stupidité comme d'une maladie sociale. Ce n'est pas une tare personnelle, c'est une contagion qui traverse la société entière. Elle est moins une question d'intelligence que de responsabilité morale. Et tant que les structures de pouvoir favorisent le conformisme, la stupidité continue de croître. Psychologiquement, on pourrait dire que la stupidité est une forme de paresse mentale. Elle dispense de l'effort d'analyser. Elle soulage du poids de décider. Elle libère de l'angoisse de douter. Mais ce soulagement est une prison, car en cessant de penser, on devient dépendant des slogans, des chefs et des majorités. On perd son autonomie sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi Bonhoeffer insistait. La stupidité n'est pas un problème privé, mais une menace publique. Elle se nourrit des structures de domination, des foules galvanisées, des discours simplistes qui dispensent de réfléchir.
Elle transforme des individus libres en prisonniers consentants, incapables de critique. Et c'est cela qui la rend si dangereuse. Ce ne sont pas seulement les tyrans qui détruisent une société, mais les masses qui choisissent de les suivre sans réfléchir. Si les analyses de Bonhoeffer paraissent déjà inquiétantes, cette partie de sa réflexion est encore plus troublante. Selon lui, la stupidité est presque impossible à guérir, non pas parce que les gens seraient condamnés à rester idiots, mais parce que la stupidité n'est pas une faiblesse de l'intellect. C'est une attitude, un choix, souvent inconscient, de renoncer à penser. On aime croire qu'il suffit d'informer davantage pour faire reculer la stupidité. Plus de faits, plus de preuves, plus de données. Voilà la solution, pense-t-on. Mais Bonhoeffer avait constaté le contraire. Les faits glissent sur la stupidité comme l'eau sur une vitre. Tu peux accumuler des arguments, démontrer avec logique, rien n'y fait. Pourquoi ? Parce que la stupidité ne résulte pas d'un manque de savoir. Elle naît du refus d'assumer sa responsabilité intellectuelle. Réfléchir implique un risque, celui de devoir contester une autorité, de se retrouver en désaccord avec la majorité, de devenir marginal. Pour beaucoup, il est plus confortable d'éteindre l'esprit critique et de se réfugier dans les slogans. Voilà pourquoi Bonhoeffer affirmait que la stupidité est plus dangereuse que la méchanceté. Le méchant sait ce qu'il fait. Il calcule, il ment, il manipule. Mais l'homme stupide est persuadé d'avoir raison. Il n'est pas cynique, il est convaincu. Ce n'est pas l'absence d'intelligence qui le rend imperméable, c'est l'incapacité ou le refus de distinguer la vérité du mensonge quand cela contredit son confort. Discuter avec lui devient alors inutile. Les arguments ne le touchent pas, ils le menacent. La confrontation ne provoque pas une remise en question, mais une réaction de défense, colère, moquerie, fuite ou répétition mécanique de ce qu'il a entendu. C'est ici que Bonhoeffer avance une idée radicale. La stupidité ne peut pas être vaincue par des discours ou de l'éducation seule. Elle ne se dissipe pas grâce à des cours magistraux ou des débats télévisés. Elle ne cède que devant un changement de conditions. Il appelait cela une libération. Tant que les structures de pouvoir oppriment, tant que la peur ou la pression collective règnent, les individus restent enfermés dans la stupidité. Mais lorsque ces chaînes extérieures se brisent, quand l'oppression faiblit, alors seulement l'homme retrouve la possibilité de penser par lui-même. Autrement dit, la stupidité n'est pas soignée dans une salle de classe. Elle ne disparaît pas sous l'effet d'une meilleure pédagogie. Elle se dissout dans la liberté. C'est la liberté qui réveille la pensée critique. La liberté qui rend l'autonomie possible. La liberté qui permet à l'individu de redevenir responsable. C'est une vérité difficile à accepter, car elle signifie que l'on ne peut pas corriger la stupidité d'autrui à coups d'arguments. La seule chose que l'on puisse faire, c'est œuvrer à créer des conditions où les gens pourront à nouveau être libres de réfléchir. Mais cette idée contient aussi de l'espoir, car si la stupidité n'est pas une fatalité biologique, mais un état social, alors elle n'est jamais définitive. Ce qui est construit peut être déconstruit. Ce qui est imposé peut être renversé. On peut comparer la stupidité à un sommeil. Les yeux sont fermés, non pas parce qu'ils sont incapables de voir, mais parce que voir ferait trop mal. Tant que le danger est présent, on préfère rester aveugle. Mais quand la menace recule, quand l'air devient plus respirable, les yeux peuvent se rouvrir. Voilà pourquoi Bonhoeffer liait la guérison de la stupidité, non pas à la persuasion, mais à la libération. Ce n'est pas la pédagogie qui rend libre,
c'est la liberté qui rend intelligent. En résumé, la stupidité est presque incurable tant que l'homme est prisonnier. Mais elle n'est pas irréversible. Elle peut céder lorsque les conditions changent, lorsque la peur s'efface, lorsque l'autonomie renaît. Pour Bonhoeffer, c'était là le véritable chemin. Non pas plus de débats, mais plus de liberté. Non pas plus d'arguments, mais plus de courage. Quand Bonhoeffer parlait de la stupidité, il insistait sur un point crucial. Ce n'est pas l'opposé de l'intelligence. On peut être brillant, rapide d'esprit, capable d'analyser des problèmes complexes et pourtant agir de façon stupide. Ce qu'il avait vu dans l'Allemagne nazie en était la preuve. Des professeurs, des juristes, des médecins réputés avaient mis leur savoir au service d'un système destructeur. Leur intelligence ne les avait pas protégés de la stupidité. Pour Bonhoeffer, l'opposé de la stupidité n'est donc pas l'intelligence, mais la sagesse. Quelle est la différence? L'intelligence est une capacité. Elle sert à raisonner, à résoudre des problèmes, à calculer. La sagesse, en revanche, est une orientation de l'esprit. Elle consiste à rechercher la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Elle exige le courage de rester indépendant, de prendre des décisions responsables, parfois contre la majorité. Une personne intelligente peut concevoir des arguments brillants, bâtir des systèmes complexes, manipuler des foules par des mots. Mais une personne sage pose d'autres questions. Est-ce juste? Est-ce vrai? Est-ce bon? Bonhoeffer voyait la sagesse comme le véritable antidote à la stupidité. Non pas une accumulation de savoir, mais une disposition intérieure, la volonté de rester libre face aux pressions, d'écouter sa conscience plutôt que la foule. Dans l'Allemagne de son époque, il y avait beaucoup d'intelligence dans les universités, les laboratoires, les institutions. Mais il y avait peu de sagesse. Trop de gens brillants avaient préféré se conformer au lieu de chercher la vérité. La différence se voit aussi dans la vie quotidienne. La stupidité se traduit par la recherche de sécurité et d'appartenance. Le stupide répète ce que disent les autres, s'adapte, suit le courant. Il confond conformité et vérité. La sagesse, au contraire, suppose la solitude et le doute. Le sage accepte de se tromper, de poser des questions qui dérangent, d'affronter l'isolement si nécessaire. Il choisit la vérité même quand elle fait mal. On pourrait dire que la stupidité est un réflexe d'autodéfense de l'ego, alors que la sagesse est un acte d'humilité. Le premier fuit la réalité pour protéger son confort, le second accepte l'inconfort pour s'approcher de la réalité. Pour Bonhoeffer, cette distinction n'était pas seulement philosophique, elle décidait du destin des sociétés. Une communauté qui valorise seulement l'intelligence produit des cerveaux brillants, mais risque aussi de générer des systèmes monstrueux, car l'intelligence sans sagesse peut servir n'importe quelle cause, y compris la pire. À l'inverse, une société qui cultive la sagesse favorise la responsabilité et la liberté intérieure. Elle apprend à ses membres non seulement à réfléchir, mais à penser par eux-mêmes, à agir en conscience, même si cela coûte. C'est là que la réflexion de Bonhoeffer reste actuelle. Nous vivons à une époque où l'information circule partout, en quantité presque illimitée. Jamais les données, les faits, les analyses n'ont été aussi accessibles. Et pourtant, cette abondance ne nous rend pas forcément plus sages. Sur les réseaux sociaux, l'intelligence est souvent mise en avant. Réponse rapide, ironie, argument brillant en quelques secondes. Mais derrière cette virtuosité intellectuelle se cache parfois un grand vide.
la recherche de la vérité, la profondeur, la responsabilité, bref, la sagesse, sont relégués au second plan. C'est exactement le danger que Bonhoeffer avait identifié. Quand l'intelligence n'est pas guidée par la sagesse, elle peut devenir complice du pire. Elle peut construire des mensonges plus raffinés, justifier des injustices avec brio, ou servir des idéologies destructrices. La stupidité, au fond, n'est pas une absence d'intelligence, mais une absence de courage. La sagesse, elle, demande ce courage, celui de résister à la masse, de rester fidèle à la vérité, même contre tous. Voilà pourquoi Bonhoeffer opposait stupidité et sagesse comme deux chemins de l'esprit. La stupidité cherche le confort, l'appartenance, la sécurité. La sagesse cherche la vérité, même au prix de la solitude et du risque. Deux orientations, deux modes de vie. Et c'est de ce choix, pensait-il, que dépend le destin d'un peuple. En lisant Bonhoeffer, on a parfois l'impression qu'il ne décrivait pas seulement l'Allemagne des années 90, mais aussi notre propre époque. Ses réflexions sur la stupidité traversent le temps, parce qu'elles touchent à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Nous voyons aujourd'hui les mêmes symptômes. Des foules qui répètent des slogans au lieu de réfléchir, des groupes qui préfèrent des réponses tedretons simples plutôt que des vérités complexes, des sociétés qui valorisent le confort immédiat au détriment de la responsabilité. Alors que faire? Si, comme Bonhoeffer l'affirmait, la stupidité est une maladie sociale qui résiste aux arguments, quel enseignement en tirer pour nous-mêmes? Première leçon, la stupidité n'est pas de l'ignorance. On se tromperait à croire que plus d'éducation ou plus d'information suffirait à l'éradiquer. Bonhoeffer avait vu que des personnes hautement instruites pouvaient agir stupidement. La vraie question n'est pas « que sais-tu ?» mais « as-tu le courage de penser par toi-même ?» Deuxième leçon, les faits ne suffisent pas. On peut démontrer, expliquer, prouver. Si la personne est enfermée dans la stupidité, elle interprétera ses preuves comme une menace. L'argumentation seule est impuissante. Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement éclairer les esprits, mais libérer les conditions qui permettent de penser. Troisième leçon, la responsabilité est individuelle. La stupidité se nourrit de la paresse morale. Elle prospère quand les individus préfèrent suivre la masse, chercher la sécurité dans le conformisme. Résister, c'est refuser de déléguer son jugement, c'est poser des questions, c'est assumer le risque d'être minoritaire. Ces trois leçons prennent une dimension particulière dans notre ère numérique. Nous vivons dans un océan d'informations. Pourtant, cette abondance ne nous rend pas plus sages. Au contraire, les algorithmes privilégient ce qui est rapide, simple et émotionnel. Les contenus qui se propagent le mieux sont ceux qui confirment nos préjugés, qui provoquent l'indignation ou qui rassurent. Ainsi, les réseaux sociaux deviennent des chambres d'écho. On y répète, on y partage, on y copie. Exactement ce que Bonhoeffer décrivait. Un environnement où les individus cessent de penser par eux-mêmes. La stupidité, au sens bonhoefferien, y trouve un terreau idéal. Mais la pensée de Bonhoeffer n'est pas seulement un avertissement. Elle est aussi un appel à rechercher la sagesse plutôt que la simple intelligence, un appel à préférer la vérité à la facilité, un appel à garder son indépendance de pensée, même si cela coûte cher. C'est exactement ce que Bonhoeffer a incarné. Il n'a pas choisi le chemin de la sécurité. Il n'a pas répété les slogans de son époque. Il a pris ses responsabilités au prix de sa vie. Et si ses écrits résonnent encore, c'est parce qu'il a refusé de céder à la stupidité ambiante. Concrètement, cela signifie que chacun de nous peut résister.
en créant des espaces de liberté, des foyers, des cercles d'amis, des communautés où l'on peut poser des questions sans peur d'être rejeté, en refusant les réponses trop simples et en acceptant la complexité du réel, en choisissant la responsabilité personnelle au lieu de se fondre dans la masse. Bonhoeffer nous rappelle que la stupidité est dangereuse, non parce qu'elle est ridicule, mais parce qu'elle est puissante. Elle peut infecter des nations entières, elle peut détruire des civilisations. Mais elle n'est pas inévitable. L'antidote existe, la liberté, le courage et la sagesse. Et le défi qu'il nous lance reste brûlant d'actualité. Ne renonce pas à ton esprit. Pense par toi-même. Assume ta responsabilité. Choisis la vérité plutôt que le confort. Parce qu'au fond, la stupidité peut être la plus grande menace de l'humanité, mais la sagesse, elle, en reste toujours le plus grand espoir. Si cette vidéo t'a plu, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage ton avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que tu penses de la théorie de Bonhoeffer.